Ce n'était pas un illuminé, mais il jouait pour nous le rôle de lumière, tout du moins il le tenta avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, une rigueur scientifique inimaginable, bien qu'évidemment il soit difficile en la matière d'utiliser le mot scientifique au premier degré, car on nous dirait qu'il n'y a pas de phénomène de reproductibilité et de lois établies. Il n'en reste pas moins que Frédéric Meyers, au début du siècle, avec quelques complices, des philosophes, psychologues, ils ont tenté de réunir les éléments à travers le monde, il n'y avait pas encore Internet, qui permettait de mieux comprendre l'étendue créatrice de notre psyché. Ça donne un livre formidable. Vraiment, j'ai pris un plaisir fou. C'est une réédition, bien évidemment, puisqu'il est décédé en 1901. C'est aux éditions Exergue. La personnalité humaine et une préface de Johar Siamet, qui est avec nous, docteur en psychologie, psychanalyste, et la créatrice de l'Institut des champs limites de la psyché. C'est les phénomènes de perception de mort imminente d'un ami ou d'un être cher. Comme si soudain il y avait une possibilité qu'une affectivité nous relie, et si on est dans une sorte de champ de détresse, eh bien ce champ de connexion qui nous anime habituellement soit activé, amplifié, et que l'on puisse vraiment avoir la sensation d'être au contact avec l'autre, quelle que soit la distance. Donc ça, ce sont les apparitions de fantômes avant la mort, de fantômes autour de la mort. Mais donc à l'époque, c'était quand même déjà un peu moins évident d'essayer de comprendre pourquoi une apparition se faisait dans tel endroit et que c'était telle personne qui la voyait. Donc effectivement, c'était plus facile parce que c'est de faire. Mais parfois, il arrivait que ce soit que quelqu'un qui était menacé d'un danger, menacé de mort, ou qui était sur le point de se noyer, ou qui allait réellement se noyer, apparaissait à quelqu'un qui n'était pas directement lié. Oui, mais alors en fait, ça aussi, alors là, citez l'exemple, voilà. Madame Alice voilà, sur l'orque de Genève. Voilà, qui était assise au bord du lac, enfin probablement dans un état de rêverie. Il faut jamais oublier que Meyers dit, en général, c'est quand le calme et le silence reviennent que cette perception, soit fantomatique, soit auditive, soit visuelle, soit apparaît. En fait, silence et calme, ça veut dire aussi état de conscience relativement ou plus ou moins modifié. Donc cette dame était au bord du lac, installée tranquillement, et elle aperçoit au milieu du lac une espèce de tourbillon gris ou nuageux qui s'élève du lac. Et ça la rend quand même très... Avec un personnage dedans. Voilà, un tourbillon avec un personnage dedans qui s'élève. Et le personnage est très distinct avec les vêtements, donc elle est capable de le décrire. Qu'elle décrit. Et quelques jours après, donc elle apprend que le monsieur qu'elle avait vu, effectivement qu'elle décrit, qu'on pouvait reconnaître, s'était noyé dans ce lac-là. Donc il s'était noyé bien avant, je ne sais plus combien de jours, 5-6 jours après cette vision. Voilà, c'est ça. Et il se trouve simplement que c'était un suicide. Voilà, que la personne avait l'intention de se suicider, et on peut penser que déjà, il préméditait son suicide, et que l'idée du suicide était présente, et que cette Madame Alice, je ne sais plus quel est son nom, a chopé cette information, mais si on voulait aller plus loin, on pourrait... il serait très très important, non, c'est plus le cas avec ces personnages, mais de pouvoir demander pourquoi cette dame elle a pu percevoir ça. Mais alors, probablement un lien qui est peut-être pas évident, parce qu'il y a Meyers cite beaucoup d'exemples où les liens sont évidents. C'est des frères, c'est des sœurs, c'est des filles. L'exemple qu'il cite de cette femme, d'une amie qui veille une de ses meilleures amies qui est en train de mourir, et tout à coup elle voit au chevet une personne qui est la mère de son amie, qui apparaît, elle la décrit avec elle ne l'a jamais vue. Elle ne l'a jamais vue. Elle l'a décrit aux amis avec beaucoup de précision, sa tenue, la façon dont elle est, le visage, etc. Elle parle même d'un bougeoir et d'une chemise de nuit qui s'avéreront exacts. Donc avec des détails absolument comme une photo, comme une projection d'une diapo. Et quand cette mère arrive, puisque sa fille est morte, donc l'amie est sidérée de voir que la personne qu'elle a vue est exactement l'image, enfin le modèle exact dans la réalité de la perception qu'elle avait eue. Donc, en général, les cas que l'on a sont des cas dont on pourrait dire, c'est parce qu'il y a un lien affectif particulier entre, disons, l'apparition et le sujet qui voit,
que ces phénomènes ont lieu. Mais il y a aussi des endroits comme cette dame au bord du lac où le lien apparaît beaucoup moins évident. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe toujours, enfin en tout cas mon expérience a montré qu'il existe toujours un lien et parfois il est tellement ténu qu'il faut un certain temps pour le retrouver. C'est plus lié à l'idée de la métaphore, c'est ça? C'est lié à l'idée de la métaphore, ça peut être aussi lié à l'histoire de la femme. À l'histoire de la femme pour qui, par exemple, un suicide, une noyade, un suicide par noyade, le suicide d'un homme fait résonance, comme on dit en elle, chez elle, par rapport à une histoire personnelle. Et donc à ce moment-là, c'est toujours moi. Donc elle devient sensible, une espèce de sensibilité extraordinaire, exacerbée pour ce genre de choses. Et qu'elle était plus et que quelqu'un d'autre aurait été à côté, n'aurait pas eu cette vision-là. Ce qui pourrait expliquer qu'elle n'est à la limite dans son existence qu'une seule perception de ce type et que ça ne se remanifeste jamais. Absolument. Elle est une perception. Sauf s'il y a d'autres suicides aussi importants. Et probablement, alors moi je sais pas, on pourrait imaginer que chez cette femme, un homme important, un frère ou une personne importante s'est suicidé à un moment donné et, sous ses yeux ou bon quelque chose qui l'a profondément marqué, une empreinte importante qui fait comme une base d'appel sur laquelle viendront s'inscrire ce genre de phénomène. Alors, Joachim Ahmed, aussi, ce qui est complètement étonnant, c'est que, bon, là, on a la mère. Il y a un lien direct avec la jeune femme qui est en train de mourir. Mais il cite d'autres cas, c'est par exemple Madame Story, qui est une femme qui voit son frère qui est fauché par un train, qui passe sous le train. Alors là, on peut se dire la même chose, c'est la vision, mais avec des détails inimaginables. Mais en plus de ces détails-là, elle aperçoit dans l'un des wagons deux personnes avec la tenue qui est la leur, et on vérifiera après que c'est bien le cas. Or, ces deux personnes-là, c'est comme si elles étaient les éléments nécessaires pour justifier après coup le témoignage. Mais sinon, il n'y a aucune raison qu'ils apparaissent. Non. Ils sont étrangers au fait, en tant que tel, puisqu'ils ne sont même pas témoins. Voilà. Alors, ils sont étrangers, mais peut-être effectivement, là aussi, tout dépend de la psychopathologie de cette jeune femme. Tout dépend aussi de l'ouverture du champ de conscience. Ce qu'on sait aujourd'hui, lorsqu'il y a ouverture du champ de conscience, il y a un balayage, un peu comme un radar, il y a un balayage plus ou moins large d'une scène que l'on va voir, qui nous touche de près. Il va y avoir des éléments qui peuvent paraître incidents, mais ces éléments incidents jouent le rôle un peu comme le chœur antique le jouait dans le théâtre. Quelque chose qui va venir souligner, rendre plausible, rendre vrai la vision. Mais encore, là aussi, je ferai la même remarque que pour le cas précédent. Nous n'avons pas assez, à l'époque effectivement il n'y a peut-être pas moins d'entretien psychopathologique que les personnes qui avaient ces visions, ce que nous faisons aujourd'hui. On peut penser aussi que si on avait fouillé sur l'histoire de ces deux personnes-là, il y aurait peut-être un lien. Pourquoi ces deux personnes? Parce qu'il y avait plein de personnes dans le wagon. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a vu que lorsque l'on se retrouve dans des situations de danger extrême avec la perception, il semblerait que l'on puisse peut-être se projeter dans l'intention au moins auprès d'une personne que l'on aime, qui nous est extrêmement chère, et que cette personne ait la réception de cet événement. Par exemple, et là il raconte, c'est l'histoire du père qui est victime d'un attentat et qui se retrouve, enfin que l'on retrouve dans la boue. Racontez-nous, tu vois. Alors, donc d'un homme que l'on retrouve dans la boue, habillé avec des vêtements neufs qui ne sont pas les siens, mais avant qu'on le retrouve, donc la fille, sa fille a eu la perception de son père avec ses vêtements neufs, en sachant que, ne reconnaissant pas les vêtements du père, et surtout avec, alors je sais plus si c'était une audition ou si dans la vision elle avait une compréhension immédiate des choses. Je crois qu'il y a les deux, hein. Il y a les deux, hein. Et à ce moment-là, cette vision du père lui apprend que ses vêtements, on l'avait dépouillé de ses vêtements anciens et qu'on les avait roulés dans un endroit, qu'elle les trouverait à tel endroit, et que dans une des poches d'un vêtement, d'une veste, il avait cousu de l'argent et qu'elle retrouverait donc cette somme d'argent. Ce qui, bien entendu, s'est avéré exact, puisque l'extraordinaire de ces cas, c'est que c'est toujours... Voilà. Sinon, c'est pas intéressant. On ne serait pas là pour en parler. On serait pas là pour en parler. Toujours est-il que... Donc, dans ces cas, effectivement, et dans les cas qu'on a pu observer depuis, que j'ai pu observer depuis, on se rend compte que l'idée qui vient, enfin, l'explication, l'interprétation que l'on peut avoir, c'est qu'au moment d'une mort, notamment d'une mort violente, d'une noyade, d'un suicide, d'un assassinat, la psyché du sujet en danger donc mortel
va ramasser tout ce qui reste d'une énergie qui devient à ce moment-là décuplée, mais peut-être prenant ses racines dans ce moi subliminal dont nous parlions tout à l'heure, et qui va faire une espèce de jaillissement, comme une éruption, on pourrait dire une éruption effectivement, quelque chose qui va jaillir et qui va, comme s'il fallait absolument que c'était vital, et pour le coup, puisque c'est vital que la personne, c'est cette dernière parole, puisse mander cette partie de lui-même vers la personne à qui il doit absolument dire cela, avant de quitter la Terre, avant de mourir. Et donc en général, effectivement, ce sont les personnes qui l'ont. C'est souvent dans les cas de détresse que l'on observe ça. Je voudrais quand même rajouter une chose, c'est qu'on l'observe souvent dans des cas de détresse, parce que c'est ce qui marque le plus les gens. Mais on l'observe aussi dans les cas d'amour. Mayer s'en dit 2 mots, je crois, dans une des pages. C'est-à-dire que dans les cas d'amour, c'est la même chose. Il y a un moment un partage de champ psychique commun, et effectivement, il y a une fusion qui est temporaire, heureusement, puisqu'il y a un moment où on peut se défusionner, mais et pendant lequel les sujets peuvent aussi avoir ces mêmes types d'informations. Mais c'est moins dramatique parce que on est dans l'élation et on n'est plus dans la détresse. Oui, puis alors là, ça me remet à mort un cas, c'est celui, j'avais noté le nom facilement parce qu'il s'appelle, c'est Neumann. Neumann, donc l'antivol, c'est pourquoi je l'ai enregistré, et ce personnage, eh bien, pense à sa fiancée, racontez, et ce qui se passe. Vous vous en souvenez ou pas? Alors, il pense, je ne sais plus, il pense à sa fiancée. Et il se trouve carrément, voilà. C'est-à-dire qu'il la voit dans son lit. Donc là, ça fait, effectivement, il pense à sa fiancée, il la voit dans son lit, et il a le sentiment, lui, de son côté, d'être très en contact, de la toucher, mais pas, bien entendu, pas au sens du contact habituel. Et là, Mayer, dans les chapitres suivants, a bien fait la différence entre ce qu'il en est de l'automatisme sensoriel et l'automatisme moteur. Il la touche au sens de toucher avec des sens internes, je ne sais pas comment on pourrait dire. Le plus extraordinaire, c'est que sa fiancée raconte comment elle s'est sentie touchée par son fiancé, alors que son fiancé n'était pas là. Donc ça, effectivement, c'est que là aussi, on parlait tout à l'heure d'invasion, d'incursion ou d'invasion. C'est-à-dire on peut faire une excursion psychique, c'est-à-dire aller se promener dans l'âge, il y a des méthodes d'ailleurs qui utilisent cela, aller se promener dans l'espace de l'autre ou dans la psyché de l'autre, et de la même façon qu'on peut se laisser pénétrer par la psyché ou de l'autre. Donc il y a quand même quelque chose qui peut aller dans les deux sens. Et souvent d'ailleurs, on ne peut pas définir qui commence, dans quel sens ça va vraiment. Est-ce que ça va de A vers B seulement, ou ça va de A vers B, mais de B vers A en même temps? C'est très très complexe et très subtil, parce que beaucoup de choses se jouent en même temps. C'est ce qui d'ailleurs rend souvent les personnes sceptiques, les rend souvent très très méprisantes à l'égard de ces cas, en disant mais de toute façon, mais c'est n'importe quoi, comment pouvez-vous être sûr, ça peut être une hallucination, bien entendu au sens pathologique du terme. Bien sûr. Voilà. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que bon, pour les sceptiques, il est aisé de rappeler le constat, à savoir, si c'est si évident que ça, on devrait pouvoir avoir des exemples au quotidien, et puis ceux qui vivent ça devraient pouvoir générer le phénomène lorsqu'ils le désirent. Or non, on a l'impression là, non pas qu'on le subisse, mais qu'il nous vienne à notre corps défendant, et qu'il faut un état d'émotivité exacerbé pour que véritablement on puisse en être les bénéficiaires ou les victimes, parce que je pense que ça peut être traumatique aussi de vivre ça. Mais alors, il y a les cas où on a simplement l'information, et puis il y a ce cas que l'on a développé donc du père qui semble adresser un message à la jeune femme, et il y a un autre cas, à un moment donné, il parle de Madame Jackson, qui est appelée par sa mère, qui est décédée 16 ans auparavant. Vous vous souvenez de ça? Et cette maman a 2 enfants dans les bras. Oui, donc elle est appelée par cette dame, elle voit, Madame Jackson voit donc sa mère, qui est décédée 16 ans auparavant, oui, et qui tient 2 enfants dans les bras et qui lui dit voilà, tu dois dorénavant t'occuper de ces 2 enfants parce qu'ils viennent de perdre leur mère. Alors elle n'était absolument pas au courant, et en fait elle est secouée, comme on peut être secoué par ce genre de vision. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, on peut-être tenait compte beaucoup plus de ce genre de vision. Et elle apprend très peu de temps après, le surlendemain, que sa belle-sœur, effectivement, était morte en mettant au monde le 2e enfant. Et qu'elle se rend compte que les 2 enfants que lui avait présentés sa mère morte, je lui avais présenté, avaient exactement l'âge du premier enfant de sa belle-sœur et de l'enfant qui venait de naître.
Alors, est-ce que là, Donc, il n'y a pas une sorte de métaphore de la psyché? Parce qu'on pourrait dire, ben, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il y a un esprit qui est là, qui veille là-haut et qui nous envoie des informations. Mais n'est-ce pas tout simplement l'amour qu'il a lié à sa maman qui, de par le prisme qui est le sien, s'habille de l'image de la maman pour lui donner une information à distance, telle des autres informations que nous avons développées depuis tout à l'heure? oui, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de Myers pour la majeure partie des phénomènes. C'est-à-dire que, en général, nous, effectivement, c'est comme on utilise un déguisement dans les rêves, on utilise des détachements, des condensations. Il est évident qu'en fonction de, à la fois la fibre maternelle de cette femme, probablement ses relations à sa mère morte, ses relations à sa belle-sœur, l'histoire ne dit pas si elle-même avait des enfants ou pas, hein, probablement que tous ces éléments ont permis que, sous cette forme déguisée, mais peut-être aussi sous cette forme impossible à refuser, parce qu'il ne faut pas oublier que cette forme a l'avantage quasiment de nous obliger à recevoir cette information. Parce que si vous avez simplement le sentiment, tiens, il y a deux enfants qui se promènent, il faudrait que je m'en occupe, bon, je m'en occuperai peut-être un jour. Et là, c'est la mère, et peut-être que la relation à la mère était une relation imposante, une relation à laquelle elle ne pouvait pas dire non, c'est la mère qui lui, pas intime l'ordre, mais presque, de s'occuper de ses deux enfants. Donc on peut penser que c'est une façon qu'à l'inconscient de cette femme, peut-être de réparer quelque chose d'une fonction maternelle, peut-être de réparer quelque chose par rapport à sa maman, et de pouvoir le réparer dans la réalité à partir de ses deux enfants, mais ça n'exclut pas la perception paranormale de l'événement. Bien évidemment.